Je suis Hélène Dumont, je suis conseillère conjugale depuis 10 ans. Je prends vraiment 5 minutes pour présenter le cabinet. Je suis donc conseillère conjugale et familiale depuis 10 ans, depuis 2014. Je me suis formée à la sexothérapie dans la foulée comme complément de formation. Je travaille aujourd'hui à temps plein avec la particularité de proposer un accompagnement thérapeutique par visioconférence qui occupe quasiment 80% de mon activité. Donc, c'est-à-dire que j'ai 20% d'activité en présentiel que je relance très tranquillement. J'ai pas eu l'énergie de faire de la pub à Madrid en arrivant, mais il y a un vrai créneau parce qu'en réalité, il y a 40 000 Français à Madrid et assez peu de thérapeutes de couple français. Je crois qu'on est 2, donc il y aurait vraiment du potentiel. Mais j'ai pas cette énergie, c'est quelqu'un d'autre qui prendra ce créneau. Alors, dans un premier temps, moi, j'ai travaillé en présentiel, c'est-à-dire que travailler par visio, c'était pas du tout mon désir à la base. J'ai travaillé dans un premier temps en présentiel, très vite à mi-temps, avec une activité de thérapeute de couple où je recevais donc des couples en présentiel et une activité de formatrice parce que j'avais créé dans la foulée de ma certification mon organisme de formation. Et donc, je recevais des personnes qui m'étaient envoyées essentiellement par des médecins et par des avocats. Donc, mon activité se lance, je suis contente, et 3 ans plus tard, nous déménageons. Et là, c'est une catastrophe parce que je perds toute l'énergie que j'ai mis dans ce cabinet, tous les clients, les liens que j'avais créés avec les médecins et les avocats, avec le bouche à oreille qui s'était mis en place. Donc, c'est une catastrophe personnelle, puis c'est une catastrophe aussi économique parce que mon travail, en fait, apporte un véritable équilibre dans l'économie, j'ai envie de dire, de notre famille. Donc, je suis obligée de travailler. Et là, l'idée, c'était plutôt que je reprenne même le travail à temps plein à l'époque. Donc, c'est une catastrophe. Nous déménageons, je retrouve assez vite une place dans un cabinet, dans un centre médical mère-enfant, où il y a des urologues, des kinés, des gynécologues, des médecins, des sages-femmes. Donc, en fait, j'ai tous les professionnels autour de moi qui peuvent m'envoyer du monde. Donc, ça relance mon activité en présentiel. Donc, ça, c'est vraiment très chouette. Mais mon mari me dit, tu sais, dans 3-4 ans, on va repartir. Donc, il faut que tu travailles en visio. Sinon, dans 3-4 ans, ce sera le même truc. Et donc, c'est lui, en fait, qui, un soir, m'a commandé un ordinateur qui rame un peu moins pour faire de la visio. Donc, en réalité, c'est pas moi qui ai fait cette démarche. Je tiens à le dire parce que ça veut dire aussi que peut-être qu'en tant que professionnelle à l'époque, j'avais des réticences par rapport à la visiothérapie. C'est mon mari qui me dit de lancer de la visiothérapie. Donc, je le fais de façon un peu contrainte et il se trouve, donc j'ai un site internet avec ma collègue parce qu'on est 2 dans notre cabinet. À l'époque, j'écris pour un blog qui s'appelle Les Fabuleuses au foyer. Donc, on est fin 2017. J'écris pour ce blog depuis à peu près 2 ans. Et en fait, je recevais des demandes de consultation par visio que je refusais. Donc, quand j'ai marqué sur mon site internet qu'il y avait de la visio, ça a très, très vite pris. J'ai pas vraiment eu besoin de me bouger pour développer la visiothérapie. La seule chose que j'ai travaillé, mais c'était donc en 2017, peut-être qu'aujourd'hui c'est moins vrai, c'était l'image du conseil conjugal parce que les personnes autour de moi ne connaissaient pas ce métier ou alors avaient une vision très erronée de ce métier, c'est-à-dire qu'on me disait soit c'est celle qui sauve les couples, qui a les cheveux blancs et qui est absolument très attachée au couple, à la fidélité, etc. Soit c'est la chienne de garde. Et en fait, moi, je me retrouvais ni dans ce féminisme extrême, ni dans l'autre. Donc, en fait, j'ai créé avec ma collègue des modules qu'on a mis en place sur notre site internet qui s'appelait coup de froid dans notre couple, tempête sur notre couple, des choses comme ça. Et en fait, ça a très bien marché, aussi bien pour ma collègue en présentiel, qui, elle, continuait de travailler en présentiel sur Avignon, que pour moi qui lançais cette visio. Et donc, c'est comme ça que la visio s'est lancée. Donc, tout au long de fin 2017 et tout au long de 2018, j'avais besoin de travailler à temps plein. Donc, fin 2018, j'étais déjà à 80%. Et après, il y a eu le Covid. Je ne sais plus quand est-ce que c'était le Covid. C'était 2019. Enfin, bref, après, j'ai travaillé à temps plein. Avec donc une activité qui se résumait comme ça, en gros 50% de présentiel et 50% de visio. Et aujourd'hui, dans ma visio, j'ai encore un quart de mes patients qui sont des patients du Vaucluse grâce au bouche à oreille, parce que j'ai quand même travaillé 3 ans dans le nord du Vaucluse et puis 3 ans dans le sud du Vaucluse. Donc, j'ai gardé cette clientèle-là.
voilà, où ils donnent mon nom à leurs amis, où il y a même des psychologues et des médecins qui continuent de m'envoyer du monde. Donc voilà, donc tout ça pour dire comment j'ai lancé cette activité. Et voilà, aujourd'hui, je travaille à temps plein et donc je commence à avoir une bonne expérience de la visiothérapie. Alors, je vais vous faire part des questionnements que j'ai pu creuser toute seule ou en supervision, des questionnements, j'ai pu comparer l'accompagnement présentiel et l'accompagnement en virtuel. Et moi-même, j'ai une expérience d'accompagnement thérapeutique en présentiel et en virtuel. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et aujourd'hui, je travaille donc pas mal en virtuel, mais je suis supervisée en présentiel par une psychologue française qui est sur Madrid et qui n'est pas très loin de chez moi. Donc, j'ai quand même encore ces deux modalités qui sont présentes. Alors, la première chose que j'aurais envie de vous partager, c'est que l'approche spatio-temporelle de l'espace thérapeutique virtuel est différente que l'approche spatio-temporelle d'un espace thérapeutique en présentiel. C'est-à-dire que en présentiel, quand on se rend en rendez-vous, on opère un déplacement spatio-temporel. Et en virtuel, ce déplacement spatio-temporel n'existe pas toujours. Bien consultée, on est d'accord, elle quitte son travail ou son domicile pour se rendre en cabinet. Elle opère donc nécessairement un déplacement spatial d'un lieu à un autre, d'accord? Alors, dans un temps donné plus ou moins long, cela dépend de la distance qui se trouve entre le lieu où elle se trouve et le cabinet du thérapeute, mais c'est vrai que ce temps va lui permettre, en tout cas peut lui permettre, de penser son rendez-vous ou de se détendre. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire à mon thérapeute? C'est-à-dire que ce déplacement va provoquer une rupture avec son quotidien, avec son rythme. Donc, il y a mon quotidien qui peut être morcelé, mouvementé ou tout simplement interrogé, et mon espace thérapeutique où je peux me recentrer et déposer. En présentiel, la personne rentre dans un espace, le cabinet du thérapeute, qui sera toujours le même, et on peut faire l'hypothèse qu'elle va même se l'approprier pour ensuite le quitter, ce qui va créer une enveloppe, ce qui va favoriser, à mon sens, à créer cette enveloppe de sécurité, une enveloppe même psychique pour déposer. Eh bien, en visio, l'espace et le temps pour se rendre en rendez-vous n'existent pas ou n'existent pas toujours, et ça, il faut l'avoir à l'esprit. Et l'espace thérapeutique que se donne la personne n'est pas toujours le même, et même parfois, il n'existe pas. Donc, ce non-déplacement de la personne, alors parfois, il y a des personnes qui opèrent un déplacement, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui n'opèrent pas de déplacement, ou l'absence de lieu thérapeutique. La question que je me suis beaucoup posée et que je me pose encore, a-t-elle un impact sur le déplacement psychique de la personne qui vient en rendez-vous? Va-t-il, ce non-déplacement et cette absence de lieu, est-ce que ça va favoriser ou au contraire, est-ce que ça va défavoriser le travail psychique que demande la personne? Et je pense que, si je vais trop vite, Arnaud, vous me le dites, je pense qu'en tout cas, en tant que thérapeute, il faut oser questionner cet intime-là, c'est-à-dire cet intime de l'espace thérapeutique. La personne que nous recevons, elle est parfois sur son lieu de travail. Le plus souvent, en tout cas pour moi, elle est chez elle, dans son salon, dans sa cuisine, dans sa chambre, parfois même dans son lit. Parfois, elle est dans sa voiture, parfois elle est dans son jardin et parfois elle est dans un parking, sur un parking ou dans un jardin public. Donc, l'espace que notre client propose nous donne déjà quelques informations sur ce qu'il vit. Et je pense par exemple aux personnes qui se sentent obligées de s'enfermer dans leur voiture ou de s'isoler dans un jardin public pour se sentir en intimité. Comme si leur lieu de vie, comme si leur rythme de vie ne leur proposait pas assez d'intime pour déposer. Et bien, ça n'empêche que nous, en tant que thérapeutes, on peut les questionner parce qu'on peut s'en servir ensuite pour travailler avec eux.
voilà, questionner cet intime, cet espace qui est mouvementé, qui est là, qu'ils amènent. Et qui n'existe pas toujours, ou parfois il y en a qui se sentent en intimité dans un jardin public. Il y a des personnes qui me disent je préfère aller dans un jardin public parce que j'ai peur que mon mari écoute à la porte, ou j'ai peur que mes enfants rentrent dans ma chambre, etc. etc. Donc, questionner leur cadre externe, puisqu'on ne peut pas leur offrir en présentiel, hein, et juste leur dire ok, est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous vous sentez en intimité, suffisamment en intimité pour parler? Et voilà, souvent, ils regardent par la fenêtre quand ils sont dans leur voiture ou dans un jardin, ils disent oui, voilà, j'ai trouvé un banc, je vais m'asseoir, etc. Donc ça, on peut le questionner et on peut le travailler avec eux. On peut aussi accompagner les transitions entre les espaces thérapeutiques virtuels et les espaces réels. Je m'explique. On peut aider la personne à questionner l'avant et l'après de l'entretien. Que les entretiens ne soient pas collés avec une autre réunion. Parfois, ça m'arrive d'avoir des clients qui arrivent avec 2-3 minutes de retard et qui me disent « Je suis désolée Hélène, je viens de raccrocher, j'avais un call. » Je leur dis « Mais est-ce que vous avez pris le temps d'aller, je sais pas, d'aller boire un verre d'eau ou de vous balader dans un couloir, ne serait-ce que pour couper avec ce call, et ils ne le font pas toujours. Donc, ce sont des personnes qui enchaînent les réunions. N'empêche que c'est intéressant de les amener quand ils arrivent comme ça, un peu débordés, un peu essoufflés. On va leur dire, en fait, on va juste prendre 2-3 minutes pour respirer et commencer l'entretien, parce qu'en réalité, quand on a 50 minutes, 1 heure, on n'est pas à 1 minute près. Alors, ce sont plutôt des personnes seules qui viennent questionner leur couple, qui viennent en entretien quand elles sont sur leur lieu de travail. Voilà. Parfois, il y a aussi des mamans des femmes qui sont mères en l'occurrence, qui terminent leur rendez-vous, et on entend les enfants qui sonnent, c'est-à-dire qu'après le rendez-vous, elles n'ont pas le temps de reprendre leur esprit, ou alors de laisser tout simplement déposer. Donc ça, on peut le questionner avec nos clients et on peut le travailler avec eux. Donc voilà, comment accompagner ces transitions qui existent en présentiel, mais qui n'existent pas en virtuel. Donc les créer, voilà, les créer et les accompagner. Moi, j'hésite plus du tout à interroger. Avant, j'hésitais un petit peu parce que j'avais peur d'être intrusive, mais maintenant, j'hésite plus du tout à interroger leur contexte spatial au moment de l'entretien. Quand je vois que le contexte a changé, je dis tiens, vous avez changé, vous êtes pas chez vous aujourd'hui, ou voilà. Et puis quand un entretien était un peu difficile, qu'il y a eu un peu d'émotion, c'est pas toujours le cas, mais c'est des choses qui quand même arrivent avec nos métiers. Je leur dis toujours, allez, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Est-ce que vous avez le temps d'aller boire un café, de vous laver les mains avec un peu d'eau froide, ou de vous laver la figure avec l'eau froide? En tout cas, quelque chose qui puisse les aider à faire rupture avec le rendez-vous. Voilà, que la personne ne raccroche pas et tac, elle est déjà dans les couloirs de son lieu professionnel pour aller voir un médecin, en tout cas quand ce sont des gens qui travaillent dans des cliniques ou des choses comme ça, ou qui, voilà, ne pas enchaîner avec un call, ou ne pas enchaîner avec l'école, ou ne pas enchaîner avec autre chose. Voilà. Prenez le temps de vous poser après l'entretien. On peut commencer à reprendre ce temps ensemble. Moi, parfois, je le fais respirer. Voilà. Donc, questionner l'avant. Ce qu'il faut retenir, c'est questionner l'avant, vraiment s'autoriser à questionner l'avant, questionner l'après, questionner le lieu. Voilà, si vous devez retenir 3 choses, ça pourrait être ça. Là, j'avais envie de vous parler de l'écran. L'écran qui est le lieu virtuel d'une thérapie, qui est réel. Alors, le support. Là, ce sont des petites choses que moi, j'ai réfléchi en me disant, tiens, ça pourrait favoriser, en tout cas, ça pourrait aider à vivre une thérapie par visio correctement. Donc, au niveau de l'écran, quand ils sont en couple, moi, je leur demande d'être visibles à 2 sur l'écran de l'ordinateur. Sinon, il y en a toujours un qui sort, il y en a toujours un qui bouge. Moi, je leur demande, écoutez, voilà, si j'en vois un complètement et un autre à moitié, ça ne va pas.
Et en même temps, ça dit déjà quelque chose de leur organisation du couple. C'est-à-dire qu'il y en a, pour parler, qui plongent dans l'écran et l'autre, il est complètement à côté, on ne le voit plus ou il sort de l'écran. Ça, c'est des choses qu'on peut interroger avec eux. Donc, moi, je leur demande, dans la mesure du possible, de mettre leur écran suffisamment loin pour que je puisse les voir tous les deux. Et je leur demande de ne pas bouger leur écran. Sinon, moi, ça me donne le mal de mer. Donc, ça m'empêche de me concentrer. Donc, en fait, ça bouge quand ils ont un écran sur leurs genoux, quand ils sont dans leur lit, par exemple, parfois. Ils sont là avec les genoux, la couette. C'est vraiment pas agréable pour moi. Et moi, je leur demande, c'est-à-dire que je leur impose mon cadre. Donc, je leur demande plutôt de mettre l'écran sur l'ordinateur ou la tablette sur une table. Donc, ne pas bouger leur écran. 2, ne pas se balader. J'avais un client qui se baladait dans sa maison avec son téléphone, qui se faisait couler des cafés en discutant avec ses oreillettes. Je lui ai dit, écoutez, on va se poser. Justement, vous êtes là pour prendre le temps de poser. Vous êtes là pour prendre le temps de vous poser, donc une chose à la fois. C'est-à-dire que j'essaye avec eux, pour ces personnes qui ont du mal, de recréer cette atmosphère un peu posée, un peu intime, quoi. Je leur demande de privilégier l'iPad ou l'ordinateur et de ne pas prendre le téléphone. Alors, je sais bien que ce n'est pas tout le temps possible. Dans la voiture, dans le parc, ce n'est pas possible. Mais je leur demande d'avoir un écran plus grand parce que je trouve que quand l'écran est plus grand, la présence est plus grande. Voilà, tout simplement. Ça fait plus présence, ça donne plus de présence à la thérapie, ça la rend plus réelle, plus visible. Tandis que sur un écran, un petit écran, moi je trouve que c'est pas agréable. C'est pour ça que je ne travaille pas par WhatsApp. C'est vraiment exceptionnel quand je travaille par WhatsApp, c'est parce que ils ont une mauvaise connexion et parfois par WhatsApp, ça passe mieux. Moi, en tant que thérapeute, c'est hyper désagréable de travailler sur téléphone parce que ce sont des petits écrans et que, je ne pourrais pas travailler sur un téléphone, par exemple, toute la journée. Moi, j'ai un grand écran, en fait. Voilà. Un grand écran, d'ailleurs, que j'ai surélevé pour ne pas avoir mal au cou. Voilà. Donc, l'espace de rencontre thérapeutique, c'est celui de l'écran, donc il est virtuel. Et de fait, c'est un fait, la personne, elle est là, mais sans être là, puisque le virtuel ne propose pas de présence réelle. Donc, en tant que professionnel, je pense que nous sommes responsables de les aider à être présents à ce qu'ils vivent, hein, à partir de tout ce que je vous ai dit, hein, ces petits détails qui donnent du corps à la thérapie. Hein, donc, voilà. Être bien dans un écran stable, un écran grand, se poser dans un seul lieu, etc. Dans les thérapies de couple, combien d'écrans? Est-ce qu'on peut avoir madame au travail, monsieur au travail, et puis moi dans mon cabinet? Moi, je n'aime pas bien et je demande à ce que les thérapies de couple se fassent à 90% ensemble, c'est-à-dire que je veux que le couple soit en présentiel l'un avec l'autre et non pas l'un au travail, l'autre à la maison ou au travail et moi ici. Je trouve que quand on est sur 3 écrans, ça fait des thérapies morcelées. En tout cas, quand ces couples n'arrivent jamais à prendre un rendez-vous ensemble pour de la thérapie de couple, on peut interroger avec eux le morcellement qu'ils vivent jusque dans la thérapie. Voilà, chacun. J'avais un couple, il voyageait beaucoup, on était dans 3 pays différents parfois. Et ça, vraiment, je l'ai questionné avec eux. Je dis, mais comment est-ce possible qu'on ne puisse pas, que vous ne puissiez pas vous réunir dans une seule pièce pour une thérapie de couple? Donc, souvent, il faut l'interroger comme un symptôme, voilà. Et rappeler notre cadre. Donc, je n'ai pas un cadre strict, mais je le rappelle, c'est vrai qu'il y a des personnes qui voyagent beaucoup. Donc, c'est pour ça que je leur dis, c'est possible de faire une thérapie sur 3 écrans, mais on va dire qu'à 80-90% du temps, on essaye de faire en sorte que vous soyez ensemble, c'est-à-dire que l'on soit que sur 2 écrans. Voilà. Je pense que le fait d'être sur seulement 2 écrans, de privilégier 2 écrans, ça permet de remettre cette thérapie réelle. Il y a une femme qui me disait que quand il y avait 3 écrans, elle ne disait pas les mêmes choses à son mari comme si l'écran en fait la protégeait. Alors c'est intéressant, mais c'est l'occasion justement de questionner avec eux cette notion d'agressivité. Qu'est-ce que je me permets de dire à l'autre? Est-ce que j'ai peur de le blesser ou est-ce que j'ai peur d'être trop agressif avec l'autre?
Alors, c'est là où j'arrive au cadre externe et cadre interne du professionnel. Donc, ça répondra à la question qui a été posée tout à l'heure. Cadre externe. Moi, au niveau de mon espace thérapeutique, j'en ai deux. Tous les deux sont clos et intimes. C'est-à-dire que quand je suis en train de travailler, je travaille donc de chez moi. Quand je suis en train de travailler la journée, je suis dans cet espace-là, donc celui d'aujourd'hui. Et le soir, je suis dans un lieu, dans mon bureau, tout simplement, dans un endroit où mes enfants ne peuvent pas m'entendre, voilà, je travaille le soir, 3 soirs par semaine. Alors, c'est pas tellement perturbant pour les couples parce qu'en fait, les couples, souvent, je les reçois aux mêmes horaires. Donc, les couples du soir, j'ai envie de dire, je les reçois dans mon bureau du soir et les couples de l'après-midi, je les reçois dans mon espace de travail de l'après-midi. Quand moi, je change de cadre, parce que je me déplace, par exemple, pour les vacances, souvent l'été, je suis en France pendant 2 mois, je leur dis, et ça pose aucun problème, je les avertis, et parfois ils me posent 2-3 questions. Ah, vous êtes où? Vous êtes dans quel coin de France? Etc. Et je leur réponds, moi, ça ne me pose en tout cas aucun problème. J'en avais d'ailleurs parlé en supervision. C'est faut-il dire à nos clients, ben voilà, parfois un peu nos déplacements, qui disent quelque chose aussi de notre vie familiale. Et elle m'avait dit, ben non, laissez-vous toucher, laissez-vous un peu aimer aussi par vos patients qui, voilà, qui ont parfois peut-être juste besoin de se réjouir avec vous du fait de savoir que vous êtes en France. Voilà. Alors, par contre, les personnes ne voient jamais mon intérieur. C'est-à-dire que je ne suis pas un coup sur mon canapé, un coup dans ma chambre, jamais d'entretien dans la chambre. Ils ne voient jamais mon intérieur. J'essaye d'avoir un cadre où je suis bien visible, où je ne suis pas collée à la caméra, parce que parfois, on a le front collé à la caméra. D'ailleurs, moi, c'est des choses que je dis à mes clients parfois. Je dis, remettez votre caméra ou redressez-vous. Je vous vois tout de travers. Donc, c'est un lieu qui est stable, en tout cas, par exemple, comme aujourd'hui, histoire que ce soit agréable pour la personne avec qui je suis, pour les personnes avec qui je suis. Dans le cadre, rentre la question de la connexion. Elle est indispensable, ça fait partie du cadre, hein, il faut avoir une très bonne connexion. Alors, on ne peut pas tout maîtriser de la connexion, même si moi j'ai la fibre là dans les jambes presque, parfois on peut avoir des problèmes de connexion. Et il m'est arrivé, ça c'est vraiment la solution, la dernière solution, parfois de garder l'écran par Zoom et de faire le son par WhatsApp. Voilà. Il y a des personnes qui ont vraiment une mauvaise connexion. Et là, c'est quelque chose parfois que j'interroge avec eux parce que c'est désagréable pour eux comme pour nous. Quand la connexion parfois saute, moi, je n'hésite pas à leur dire, en leur disant ça saute trop, est-ce que vous pouvez, ou ça a sauté, j'ai pas compris ce que vous avez dit, est-ce que vous pouvez répéter? Je sais que c'est désagréable, mais je vous demande de répéter. Donc maintenant, vraiment, je le dis, quand je n'entends pas suffisamment ce que les personnes disent. Et quand il y a vraiment une mauvaise connexion de leur côté, je leur dis, écoutez, on va couper la séance et on va la reprendre, c'est-à-dire on va relancer. C'est assez rare, mais n'empêche que ça arrive. Voilà. Au niveau du cadre, alors ce sont des points que l'on a en cadre en présentiel aussi. Hein. Les séances annulées à la dernière minute, aujourd'hui, pour moi, sont dues depuis 1 an. C'est pas parce qu'on est en virtuel que l'on peut en fait se permettre d'annuler 1 heure avant, etc. En présentiel, moi, j'ai l'impression que je n'avais pas d'annulation en présentiel. Alors, est-ce que c'était le contexte, parce que je travaillais dans un cabinet médical, etc. J'en sais rien, mais j'avais moins d'annulations. L'an dernier, j'en ai eu beaucoup des annulations à 23 heures, à minuit pour un rendez-vous à 9 heures du matin. Donc maintenant, moi, je leur dis, ben voilà, les rendez-vous annulés à la dernière minute sont dus. C'est-à-dire que quand les personnes prennent rendez-vous, je leur envoie une sorte de contrat thérapeutique où je marque tous les points. Voilà, je leur dis comment je travaille.
Et ils le savent. Alors, forcément, s'ils ont eu la gastro à 7 heures du matin, je ne vais pas payer la séance, on est d'accord. Hein. Mais il y a des couples qui sont champions et il y a des couples, on sait très bien que s'ils annulent, ce n'est pas du tout de leur faute. Et là, je ne fais pas payer. Les retards de règlement, il faut savoir qu'il y en a beaucoup par visio. Parce que quand on est en présentiel, la personne, elle paye en présentiel. Tandis que par visio, après l'entretien, la personne, en fait, elle éteint son ordinateur et elle passe à autre chose. Et donc, il y a beaucoup d'oubli. Alors, moi, je leur dis, au bout de 8 jours de retard, on envoie un mail. Je dis on parce qu'en fait, j'ai une assistante qui s'occupe de ça. Elle envoie un mail, c'est des mails préécrits, on rentre juste le nom et la date. Et en fait, les personnes payent et j'ai jamais eu aucun problème. Voilà, il y a une seule personne en 2023 qui ne m'a pas payé, c'est tout. Donc, ça reste vraiment exceptionnel. Donc ça, c'est voilà, des petites choses qui sont pratiques, pratico-pratiques, qui relèvent du pratico-pratique, mais qui sont quand même importantes. Il faut être bien clair avec soi-même quand on travaille en visio sur cette histoire de l'argent. Avant, je n'osais pas faire les rappels de règlement. Enfin, j'attendais 15 jours et en fait, pour la compta, c'est vraiment pénible. Donc maintenant, au bout de 8 jours, je fais le rappel et tout le monde est OK, ça ne pose jamais de problème. Après, c'est comme en présentiel, le rythme des séances est questionné aussi bien en présentiel qu'en visio. Et quand le cadre est malmené, en fait, il faut le questionner avec eux. Est-ce que c'est une question de modalité? Est-ce que peut-être que la visiothérapie ne vous convient pas? Ou est-ce que c'est l'expression peut-être d'un frein chez la personne qui consulte? Voilà. Après, le cadre interne, moi, j'ai appris à travailler mon cadre interne quand il y avait trop d'émotions de l'autre côté. Parfois, il y a des entretiens qui sont compliqués. Et ce qui est compliqué, enfin, moi, ce qui était compliqué pour moi au début, c'est de voir des personnes si mal que je ne pouvais pas contenir en présentiel, dans un cabinet où le corps peut contenir. On est bien d'accord, on ne touche pas nos clients, mais le fait d'être là avec eux dans la même pièce, j'avais l'impression que ça pouvait aider à contenir une émotion trop forte, une angoisse, etc. Donc moi, j'ai appris à les aider, en tout cas à gérer ces entretiens-là qui étaient extrêmement difficiles. C'est-à-dire que je les invite à être la bonne mère pour eux-mêmes. C'est-à-dire, est-ce que là, vous pouvez juste vous poser? Moi, je leur dis, mais allez, prenez le temps d'aller chercher un mouchoir. Je vous attends, je ne vais pas raccrocher parce que vous allez vous déplacer. Je leur dis parfois même, prenez le temps d'aller chercher un verre d'eau. C'est-à-dire, je les invite à faire un déplacement si ça peut leur faire du bien pour reprendre un petit peu leur souffle. Voilà. Et puis, parfois, on fait tout simplement une pause dans l'entretien, on respire un petit peu ensemble, etc. Donc, voilà, c'est comment moi, j'ai appris, c'est des petits trucs, hein, à contenir l'angoisse de mes clients quand elle était trop grande sans être dans la même pièce qu'eux. Donc, il y a tous ces petites choses. Et nos clients se laissent complètement guider dans ces moments-là. Ils reprennent leur souffle, voilà, ils reprennent un peu leurs esprits et généralement, ça se passe bien. Donc, avantages, inconvénients et points d'attention. Alors, les avantages. Pour le client, discrétion, évidemment. Là, je pense par exemple, à un client qui avait un engagement politique assez fort dans sa ville et qui n'avait pas du tout envie de sonner à un cabinet d'un thérapeute en présentiel. Donc, discrétion, pas besoin de sonner chez un présentiel, donc chez un professionnel en présentiel et de prendre le risque de rencontrer la voisine ou le voisin, hein, voilà. Pour les jeunes couples, quand je les reçois le soir, moi je travaille donc 3 soirs par semaine entre 18h et 20h. En fait, ça dépend un petit peu. Parfois, c'est 17h, 19h, parfois c'est 18h, 20h, parfois c'est que 18h, parfois c'est que 19h. Bon, vous connaissez la souplesse du libéral. Donc, chez les jeunes couples, pas de babysitter. Ça veut dire que pour eux, il y a vraiment un côté très pratique au niveau de l'organisation et un côté aussi avantageux au niveau financier, puisqu'ils n'ont pas besoin de payer une babysitter pour se rendre à un rendez-vous. Il n'y a pas de problème pour se garer, donc ça peut être vraiment moins stressant pour les personnes qui habitent en grande ville. Il y a un gain de temps, effectivement, peut-être pour la prise en charge, parce que c'est plus facile de caler un rendez-vous sur son lieu de travail que quand on doit se déplacer, parfois faire une demi-heure de route pour aller dans
un rendez-vous, et voilà, il faut bloquer 2 heures en gros pour un rendez-vous. C'est super pour les expats qui peuvent faire une thérapie dans leur langue maternelle. Ça, je pense que c'est un vrai avantage. Et c'est super pour les personnes qui sont souvent en déplacement, qui peuvent du coup avoir une régularité dans leur thérapie. Voilà. L'avantage pour le professionnel, c'est celui d'avoir un cabinet itinérant, surtout quand on déménage régulièrement. Donc moi, c'est en tout cas tout l'avantage que j'y ai trouvé. L'inconvénient, maintenant, les inconvénients. Pour le client, parfois, le virtuel, c'est une façon de mettre à distance et je pense parfois que c'est une façon même de se protéger. Je mets vraiment à distance. Mon thérapeute est à 900 km ou 1500 km ou de l'autre côté du monde. Donc, je mets vraiment à distance ceux que j'ai besoin de déposer et parfois aussi, c'est une façon de mettre à distance ses émotions. Cette distance, est-ce qu'elle est au service du travail psychique? Est-ce que c'est une façon de se protéger? Ça, c'est à questionner, c'est à voir. Je trouve que chaque personne est différente. Parfois, cette distance leur permet de rentrer doucement en thérapie chez les personnes qui sont un peu méfiantes. Parfois, ça ralentit la thérapie, mais peut-être que c'est leur rythme. Moi, je le vois beaucoup. Par exemple, ça en sexothérapie, avec les hommes notamment, un petit peu moins avec les femmes, mais plus avec les hommes en sexothérapie où il y a la question de la culpabilité et de la honte qui est très forte. Donc, je trouve que voilà, peut-être que pour eux, le fait de commencer un travail thérapeutique par visio les aide, en tout cas pour ceux que je reçois. Les autres inconvénients, forte compression du temps, c'est-à-dire ces personnes qui ont des agendas serrés, qui vous calent un entretien entre 2 calls, c'est plutôt un inconvénient, donc bien questionner le rapport au temps, le temps qu'ils se donnent finalement à eux, à leur espace psychique. Et pour le couple, le temps qu'ils se donnent pour eux, pour leur couple. Alors ça, c'est des choses qu'on peut questionner évidemment en présentiel, mais je trouve qu'en virtuel, quand on voit des rendez-vous de couple compressés entre 2 trucs, on peut vraiment les questionner. Alors, avec certains couples, les couples qui arrivaient toujours à la bourre, avec eux, j'ai travaillé la notion de salle d'attente. C'est-à-dire que je leur demande d'arriver devant leur ordinateur 10 minutes avant, comme s'ils étaient en salle d'attente. Et ils le font. Alors, c'est marrant, je vais vous donner un exemple. Pour un couple, eux, ils sont en Angleterre. Donc, j'avais travaillé ce système de salle d'attente virtuelle. Donc, madame était sur son canapé 10 minutes avant. Et lui, elle me disait, c'était pour un entretien qui tournait dans la maison, il rangeait plein de trucs et qu'au moment où moi je me suis connectée, il était en train de passer l'aspirateur. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des personnes qui ont parfois un peu du mal à venir en entretien. Et je leur dis, vous aviez du mal à venir en entretien aujourd'hui. Et voilà, c'est des choses qu'on peut questionner. Inconvénient pour le professionnel, on ne voit pas le physique de nos clients. Et en fait, moi, je ne le questionnais pas, le physique. Et aujourd'hui, parfois, je le questionne. Je pense à un couple où lui, il était très grand et elle était toute petite. Et moi, j'ai réalisé ça au bout de quelques séances et ils se sont levés. Et quand j'ai vu la différence de taille, ça m'a interpellée, ça m'a étonnée, alors que je les imaginais à la même taille. Donc, voilà. Pourquoi est-ce qu'on parlait? C'est parce qu'on parlait du physique et on parlait de diverses choses avec ce couple-là. En tout cas, cette différence, ils avaient des complexes, une mauvaise estime d'eux-mêmes au niveau physique. Donc, en fait, le physique, on peut oser le questionner. En tout cas, maintenant, moi, parfois, je le questionne. Quand j'en ai besoin, je le questionne. Je leur dis, mais comment vous êtes? Est-ce que vous êtes grand? Est-ce que vous êtes petit? Est-ce que vous êtes mince? Est-ce que vous êtes… Parce que le visage ne dit pas grand-chose de notre physique, finalement. Ça dit quelque chose, mais pas toujours grand-chose. Les points d'attention, moi que je me suis donné à moi, mais que je vous donne à réfléchir, vous faites ce que vous voulez après. Point d'attention avec les personnes fortement perturbées qui arrivent, les personnes qui arrivent très angoissées avec des tics qui bougent, qui ont des tics au niveau de la figure, qui ont un langage désorganisé, un regard qui n'est pas fixé sur l'ordinateur. Moi, ce sont des personnes, parfois, je leur dis, écoutez, je vous ai reçu aujourd'hui, mais peut-être qu'on pourrait prendre le temps de voir si la modalité Zoom est vraiment bien pour vous.
Alors, ce sont des séances, quand je décide, moi, de ne pas faire d'entretien avec eux, ce sont des séances que je ne fais pas payer, ou alors je leur demande d'aller voir un médecin en présentiel pour qu'ils puissent voir quelqu'un en présentiel, voilà. Pour voir si l'anxiété, moi je leur dis, est-ce que cette anxiété a besoin d'être entendue par un médecin qui pourra l'évaluer. Moi, là, je ne peux pas l'évaluer, c'est pas dans mon champ de compétences, etc. Donc, je m'organise comme ça, je les renvoie en présentiel avec un médecin, et ensuite ils reviennent me voir s'ils en ont encore le désir ou si c'est possible, etc. Donc, parfois, je les revois pas. Ils m'envoient un petit mot tout simplement en me disant que le psychiatre va prendre en charge la thérapie. Donc, c'est vrai qu'il y a des personnes parfois qui ont quand même des troubles de la personnalité. Et si les personnes arrivent, déjà, elles ne sont pas dans le réel, travailler en virtuel avec eux, pour moi, c'est compliqué. Je pense qu'il y a des psychiatres qui travaillent en virtuel, donc ça doit être possible, mais moi, je n'ai pas ces compétences-là. Et je ne prends pas les violences conjugales en virtuel, je renvoie les gens en présentiel sur leur lieu d'habitation avec des associations, etc. Parce que je pense que quand il y a des violences conjugales, elles ont plutôt besoin d'être prises en charge de façon sur leur lieu d'habitation, voire parfois je les aide à bien trouver le bon professionnel, la bonne association qui pourrait écouter ça. Donc, voilà pour ces points d'attention. Donc, prise en charge avec un autre professionnel de santé si nécessaire. Et point d'attention pour nous, professionnels, j'ai l'impression, moi, que j'ai une plus grande fatigue psychique et physique quand je travaille exclusivement par visio que quand je travaille en présentiel. Donc, moi, je me suis fixé un nombre d'entretiens par jour et que j'essaye de ne pas dépasser, en fait, avec une hygiène de vie, bien une pause au bout de temps d'entretien pour prendre le temps, justement, moi, de souffler, etc., etc. Au niveau des techniques d'écoute, là, voilà, j'en ai plus. Pardon, Hélène, dans les inconvénients ou les points d'attention, Ouais. il y a une question là sur le couple qui se met en colère. Parce que vous avez parlé des violences conjugales, mais là c'est autre chose. Comment est-ce que ça vous est arrivé qu'il y ait des tensions très fortes, voire verbales, voire même plus, et comment vous avez géré? Justement, ça rentre dans mes techniques d'écoute. Moi, c'est clair, hein, on ne se met pas en colère, on se met pas en colère, on ne crie pas en entretien. Parfois, ça arrive qu'ils se mettent en colère, qu'ils se coupent la parole. Parfois, il y en a un qui sort du coup, on le voit plus, quoi. Voilà, ça, c'est des choses en présentiel qui peuvent arriver, mais qui arrivent, je pense, quand même beaucoup moins souvent. En tout cas, moi, en présentiel, c'est jamais arrivé, mais je sais par les analyses de la pratique que d'autres clientes, parfois, collègues thérapeutes m'ont dit non. Moi, parfois, il y en a un ou une qui est sorti du cabinet. Quand moi, je leur dis, je ne fais pas d'entretien, je ne continue pas de travailler dans cet entretien-là si vous vous coupez la parole, si vous vous parlez mal. En fait, c'est mon cadre. Et à chaque fois, ça fait redescendre. Voilà. À chaque fois, ils reprennent leurs esprits, etc. Donc, en fait, ça rentre dans les techniques d'écoute, justement, technologie et spontanéité de la parole. C'est peut-être qu'en visio, la parole est un peu plus cadrée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler à trois, on ne peut pas se couper la parole, parce que sinon, en fait, au niveau des micros, ça coupe et on ne s'entend pas, donc c'est super désagréable. Donc, peut-être que parfois, ça fait des entretiens un peu plus dirigés. Et donc, la question de se poser, quand il y a de la colère ou des éclats de voix, je pense que c'est bien, ça remet le cadre et chacun parle. Parfois, même, je leur demande de ne plus se parler entre eux et ils se parlent à travers moi. Mais c'est vrai que je pense qu'en virtuel, je me dis que parfois, ça peut un peu couper la spontanéité de la parole. Donc voilà, c'est quelque chose à avoir à l'esprit. Voilà, c'est quelque chose à avoir à l'esprit. Les silences par visio sont plus longs, moi je trouve, et plus désagréables qu'en présentiel. Donc apprendre à les respecter et en même temps, il ne faut pas que les silences soient trop longs parce que j'ai l'impression que ça fait partir l'entretien. Donc moi, parfois, je les ramène dans l'entretien avec la parole. Peut-être qu'on parle un peu plus en visio qu'en présentiel. D'ailleurs, j'ai trouvé ça intéressant parce que dans l'article, Arnaud, que vous avez envoyé, à un moment donné, ils évoquaient ça.
que la parole pouvait rendre réel, voilà, amener de la présence par la visio. Et en même temps, ces silences, il faut les respecter. Voilà. En même temps, il faut les respecter, parce qu'ils sont nécessaires pour ces personnes, pour s'approprier ce qui a été dit, etc. La place et la posture de chacun, ça, j'en ai déjà parlé. Donc, à deux dans l'écran. Quand il y en a un qui part, moi, je leur dis, hein, mais vous partez où? Est-ce que vous pourrez revenir? Et alors, parfois, il y en a, non, mais parfois, il y en a l'un ou l'autre qui dit, non, mais en fait, il est là. Je dis, mais moi, je ne vous vois plus. Oui, mais il entend ce que vous dites. Je dis, oui, mais je ne le vois plus et j'ai besoin de vous voir. Parce que parfois, il y en a qui vont se faire couler un café, etc. Je leur demande vraiment d'être… ou il y en a qui font sortir le chien ou qui virent le chat ou des choses comme ça. Le chien, le chat, c'est des choses qu'on n'a pas le temps d'aborder aujourd'hui en entretien, mais en visio, parfois, on n'est pas avec deux personnes, mais avec un chat. Et ça, on peut le questionner, cette histoire du chat qui est tout le temps en entretien. Et la prise de notes, en visio, moi, je prends beaucoup plus de prise de notes qu'en présentiel. Je ne sais pas pourquoi, je pense que ça m'aide à rendre réelle la thérapie. C'est-à-dire que ça me permet de poser mon écoute puisque finalement, la personne n'est pas là. Alors, je prends moins de notes qu'avant, mais au départ, ça m'aidait vraiment à me rendre présente au discours de l'autre. Bon, ça, c'est personnel. Je pense que tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais je sais que je prends beaucoup moins de notes en présentiel. Donc, voilà. Donc, pour conclure, en gros, je pense qu'il faut être assez au clair avec cette modalité si on a envie de la travailler. Moi, je suis convaincue que cette modalité n'est pas une modalité au rabais. C'est une modalité comme une autre, avec ses avantages et ses inconvénients. Il faut être bien au clair par rapport à ça. C'est quelque chose qui se travaille, des techniques d'écoute qui s'affinent. Je pense qu'elle ne convient pas à tout le monde, aussi bien du côté du professionnel que du côté du client. C'est vrai qu'on ne voit pas les mêmes choses, qu'on ne vit pas les mêmes choses en présentiel et par visioconférence. Mais je pense qu'une fois qu'on est bien au clair avec ça, on peut travailler avec ça. En tous les cas, quand on est à l'aise avec cette modalité, moi, je suis convaincue que le suivi est de qualité à condition de travailler sur son cadre, le cadre de l'autre, et puis ses techniques d'écoute. C'est un petit peu ce que disait l'article que vous avez fait suivre, Arnaud. Voilà. Un contact verbal avant l'entretien ou tout passe par ce formulaire? C'est des échanges de mails, vous envoyez un formulaire, ou est-ce qu'il y a un moment où vous discutez avec les gens avant de les avoir en entretien? Ouais, avant, je faisais des contacts, effectivement, soit par téléphone, soit déjà par Zoom. Et en fait, je le fais plus, que ça me prend trop d'énergie, ça me prend trop de temps. Et il y a vraiment des personnes qui grignotaient trop de temps avec moi. Donc, je l'ai arrêté il y a un an et demi. Et en fait, la prise de rendez-vous se fait par un formulaire de contact ou tout simplement via mon site internet, via mon adresse. Et c'est mon assistante qui gère la plupart du temps tout ça. Elle explique très bien comment ça va se passer. Elle les invite à remplir ce petit formulaire. Parce que j'ai un autre formulaire pour les aider à préparer le premier entretien, la première consultation Zoom, qui me renvoie ou pas d'ailleurs, ça dépend. Mais non, aujourd'hui, je ne les prends plus par téléphone. Parfois, je fais un peu de téléphone entre deux séances. Moi, je fonctionne par téléphone, c'est par WhatsApp pour le coup, parce qu'en Espagne, il n'y a aussi que WhatsApp. Parfois, quand ils ont des petits trucs à demander, mais je les prends en 10 minutes, je ne les prends pas une demi-heure. Oui, j'ai une question sur justement, quand il y a des conflits. Moi, ça m'est arrivé d'accompagner, mais ponctuellement en visio. Bon, et puis, quand il y avait… avec des couples dans la durée, je trouve que c'était plus facile, mais c'est quand c'est des nouveaux couples. Et un jour, justement, j'ai eu des personnes qui montent et j'aimerais bien vous repréciser. Je n'ai pas bien compris votre cadre. Comment vous faites quand il y a vraiment quelqu'un qui se met en colère et qui, en effet, quitte la salle? Vous avez dit, je ne peux pas continuer. Est-ce que vous arrêtez la séance? Moi, je n'ai pas bien compris comment vous faisiez quand il y a vraiment une montée d'émotion dans le couple. J'ai pas bien compris. Alors, quand c'est de l'émotion, mais ce n'est pas de la colère, enfin, on peut avoir…
Moi, Il y a des plutôt personnes, la je pense que ce sont des personnes qui se mettent dans des états pas possibles, des éclats de voix, qui commencent à crier, etc. Moi, je leur dis que je ne travaille pas dans ces conditions. Je ne travaille pas avec des gens qui crient, qui se coupent la parole et qui aboient sur l'autre. Mais ça, je pense qu'en présentiel, c'est vrai aussi. On leur demande, ils sont là justement pour remettre des mots, à dialoguer, etc. Moi, je leur dis, je ne travaille pas comme ça. C'est-à-dire, vous allez prendre le temps de faire en sorte que ça redescende. On va prendre 1 minute s'il faut. Si monsieur ou si madame a besoin d'aller boire un verre d'eau ou d'aller, je sais pas, faire le tour du couloir et de revenir, ok. Mais moi, je ne travaille pas avec des gens qui crient. Surtout qu'en visio, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on parle en même temps, ça coupe les paroles. Donc, en fait, on n'entend rien. Moi, je leur dis, de toute façon, vous pouvez crier. Moi, je ne suis pas là pour faire le gendarme ou pour faire l'instit. Et parfois, même, à certains couples qui ont vraiment du caractère, moi, je dis, moi, je m'en fiche. Vous payez votre séance. Donc, vous n'allez pas vous engueuler pendant toute la séance. Ou alors, on va l'interroger. Pourquoi vous avez besoin de vous engueuler devant moi? Et comme ça. Donc, on interroge la scène de ménage. Et moi, je suis le public. Quoi. Voilà. Non, moi, je veux pas de couple qui crie comme ça dans les entretiens. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Ça vous est jamais arrivé, du coup, d'arrêter une séance. Du coup, ça vous est arrivé de quelqu'un qui ne se calmait pas, qui était dans vraiment la violence, qui monte dans la violence, et ça vous est arrivé d'arrêter une séance en visio? Non, ça vous est pas arrivé. Donc, les gens se calment. Non, j'arrête à contenir à distance. Voilà, j'arrête la séance dans le sens où je ne continue pas si vous ne vous calmez pas. Mais généralement, ils se calment. Ce sont généralement, ils se calment. Quoi. Ouais. Et il y a Marianne Evin qui ajoute que elle le dit au début de l'entretien, quand elle présente le cadre. Et voilà, elle dit que c'est ce qu'elle fait, elle, quand elle fait de la visio, et que ça fonctionne assez bien. Donc, de prévenir que voilà, les éclats de voix et accès de colère n'ont pas leur place dans la visio. Alors, en fait, là, je suis en train de réfléchir. Il y a longtemps, c'était l'un de mes premiers entretiens en visio. Il y a un monsieur qui a annoncé à sa femme qu'il la quittait. On était à 20 minutes de l'entretien. Elle est sortie. Elle est partie de chez elle. Et donc là, on a arrêté la séance. Voilà. Bon. Ça aurait pu se passer en présentiel. Oui. Voilà. Et puis là, dans les autres réactions, il y a Julia Cheruel qui dit qu'elle fait signer une charte avec des petites règles de fonctionnement, donc notamment sur ce cadre à respecter. Et voilà, Lycéa Touratier en médiation fait la même chose. Voilà. D'ailleurs, si parmi vous, Julia ou Lycéa ou d'autres, si vous avez déjà des petits documents que vous êtes prêts à partager, voilà, n'hésitez pas à me les faire passer. Je pourrais les faire passer, si vous êtes d'accord, bien sûr, et pour les faire passer aux personnes qui ont écouté. Voilà. Et très bien. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Cette vidéo, donc on l'a enregistrée, on va la monter. On pourra ajouter donc les éléments que vous nous ferez parvenir. Je vous mettrai l'article notamment dont Hélène et moi avons pu parler, et éventuellement des éléments de cadre ou autres que certains d'entre vous feront signer. En tout cas, merci beaucoup. L'idée, c'est de continuer ces ateliers transmission. Donc, n'hésitez pas soit à nous faire part de sujets que vous voudriez partager à la communauté, soit de sujets sur lesquels vous aimeriez pouvoir être formés, accompagnés par des professionnels qui ont développé une expertise sur un sujet. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Hélène pour votre préparation. Une petite question juste pour Hélène, je peux? Allez-y, bien sûr. Merci. Quand vous avez dit, parce que j'ai eu le cas la semaine dernière d'une personne qui se jette littéralement sur l'écran et qui, comme par hasard, prend beaucoup la parole, vous avez dit c'est à questionner. Juste sur le moment, j'ai pas osé relever parce que je me suis dit elle était c'était un premier rendez-vous, hein, donc très très dans l'émotion. Quelle bonne question je pourrais lui poser quand vous dites pour le questionner? Quand il plonge dans l'écran? Oui, vraiment pour prendre la parole. Voilà. Ouais. Alors, nous, en tant que thérapeute, je pense que déjà intérieurement, on peut se dire, tiens, c'est une personne effectivement qui prend beaucoup de place, déjà en thérapie, peut-être aussi dans le couple. Mais parfois, il faut faire un peu d'humour. Moi, parfois, je leur dis, mais attendez, je vois que votre front, là. Moi, j'ai besoin de voir votre visage.
Vous n'avez pas besoin de plonger dans l'écran pour qu'on soit ensemble. Hein. C'est voilà, remettez l'écran. Parfois, je fais un peu d'humour quand même sur voilà. Oui. Reculez l'écran. Puis moi, je leur dis bien, vous savez, quand je vois que votre front ou quand je vois que votre nez, franchement, c'est pas agréable. Moi, j'aime bien voir votre visage. Je leur dis, mais généralement, ça pose aucun problème. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à tous, merci Hélène, et puis à très bientôt. À bientôt, au revoir.